Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 33e numéro du Bistrot d'Aller le LOSC, l'émission proposée par le site Aller le LOSC et les Docs du Net. 33e édition durant laquelle nous allons évoquer l'actualité très chaude du club avec en première partie un retour sur l'exceptionnel Lyon-Lille, un sacré crâle renversant. Ensuite, nous ouvrirons le débat. Est-ce que la quête du titre est toujours un tabou après ce match contre Lyon? Quels sont les calendriers des différents clubs concernés? Quelles sont les chances? Et on va s'engager à quelle place terminera le LOSC au bout de ces 4 journées. Et enfin, pour terminer, nous irons échanger sur le prochain rendez-vous, la prochaine finale, Lille-Nice, pour suivre sur la lancée. Pour évoquer tous ces sujets ce soir, nous avons une équipe complète de piliers du bistrot. Vous les voyez apparaître dans les différentes vignettes. Alors ce soir, on aura Christophe D qui sera présent. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Il n'est jamais loin. Christophe C. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Toujours présent Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons également Baptiste qui sera avec nous. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, personne n'est caché, tout le monde est à visage découvert. Nous avons même Arnaud présent. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Arnaud qui, je le répète, réalise l'émission et surtout nous fera part de son avis, bien sûr, mais aussi des avis des internautes que vous pouvez laisser à la fois sur le chat de la chaîne Twitch ou alors en commentaire sur le Facebook du groupe Aller le LOSC. Voici, les présentations sont terminées. On peut rentrer dans le vif du sujet. Première partie, Lyon-Lille. On a appelé ça un sacré crâle renversant. Comment dire, Baptiste, est-ce que tu veux commencer ? Comment tu as vécu ce match ? J'imagine que tu l'as regardé à la télévision. Comment ne pas regarder et comment ne pas l'oublier ce match ? Je pense vraiment que c'est un match, je vais dire, inoubliable. On pourra le juger un peu sur le match de cette année de Milan. Quel est le match le plus somptueux, le plus spectaculaire ? Bon, si Milan est quand même au-dessus au niveau du résultat, on fait quand même une remontada incroyable. On perdait 2 buts, je le rappelle, et il a fallu des exploits. J'ai parlé de Bourak avec son coup franc qui nous permet à la mi-temps d'être mené que d'un but. Ce qui a permis, je pense, dans les vestiaires de se dire qu'il y avait... Alors que s'il y avait 2-0 au retour, je pense que ça n'aurait pas du tout été la même. Et je pense ensuite que les Lyonnais, après ce coup franc, ont été dépités, je pense, de ce coup franc et sont pris plein la tête. Dans ce match. On t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est ton micro qui déconne ou s'il y a un souci de connexion. Et je propose de revenir vers toi après, le temps que tu essayes de voir. Et on va passer la parole à Christophe C. Alors, comment tu as vécu ce match à Lyon, ce renversement de situation, cette remontada, comme on dit maintenant en football ? J'ai cru que j'allais faire venir un médecin parce que sérieusement, ça a été difficile pour moi. Là, nerveusement, c'était... Je voudrais d'abord remercier l'arbitre qui m'a gardé dans le match en première mi-temps. C'est grâce à lui que je suis resté vraiment à fond. Voilà, parce que c'était un petit peu compliqué jusque le coup franc de notre ami Bourak. Voilà, du coup, ça m'a gardé un petit peu dans l'ambiance et puis je me suis chauffé tout seul. Et puis j'ai suivi le mouvement lillois, tout simplement, et j'ai pris un plaisir incroyable, comme vous tous, je pense. Alors, faire venir un médecin à quelques jours du match contre Nice, c'est une blague politico-historique qui est remarquable. Georges, est-ce que tu veux rebondir sur ton sentiment sur ce match ? Comment tu l'as vécu ? Pareil, quoi. C'était un ascenseur émotionnel. C'était assez impressionnant et ouais, peut-être pas aller jusqu'au médecin, mais une grosse montée d'adrénaline. Essayer de trouver le sommeil après un match pareil, c'est compliqué parce qu'on a tout eu, quoi. Je veux dire, on est quand même passé par les 4 places du général. Virtuellement, on se retrouvait à la mi-temps sorti du podium. On se dit que sur le début de match, c'était assez mal embarqué. Je veux dire, cette capacité mentale à revenir. Surtout, je veux dire, par-delà le fait d'être mené 2-0, je pense que le fait d'encaisser un but de casquette
comme celui qui prenne le second, ou pour le coup, c'est quand même nos 3 tauliers qui sont dans le coup, quoi. C'est une boulette conjointe de Mélian Botman et c'est Fonte qui met contre son camp. Ça, c'est un but collector. Hein. Il est rarissime, on ne le reverra plus, celui-là. Et je m'étais dit, après ça va être très compliqué. Je pense qu'il y a des équipes qui auraient été KO debout. Et finalement, dans les rounds qui sont venus, évidemment, le tournant, c'est ce but, ce penalty d'Yilmaz, parce que même plus un coup franc, ce penalty d'Yilmaz, qui assure tranquillement sur la transversale. Et là, pour le coup, qui a porté une atteinte terrible au mental des Lyonnais, quoi. On a vu une équipe qui avait vraiment du caractère face à une autre qui n'en avait pas du tout, quoi. Christophe Day, comment tu as vécu, dans quel état tu étais à 2-0 pour Lyon et comment tu as vécu ce retour exceptionnel du LOSC en deuxième partie de match? Une frustration terrible en première mi-temps parce que les 2 premiers buts qu'on prend, on se les met tout seul, quoi. Le premier, Bradaric, si c'est un arrière, il tacle et il n'y a pas de but. Et le deuxième c'est le but de gag et on s'attendra tous sur ça, comme dit Georges. J'étais frustré et ce que je disais à la maison, c'est si on marque avant la mi-temps, on gagne. Et j'ai m'accroché à ça. Et quand j'ai vu le coup franc de Bourak, autant dire que j'étais déjà heureux. Et deuxième mi-temps, je la sentais vraiment très bien dans ce cadre-là. Et quand la deuxième mi-temps a été avec du suspense, parce que à 2-2, on a quand même 2 buts marquables par Rojo et Bamba. Et on se dit, putain, ça va peut-être pas le faire. Et quand ça a que le troisième, c'était l'explosion de joie, forcément. Et là, on savait qu'ils allaient parvenir, Lyon. Lyon, ils étaient vraiment au troisième sous-sol. Alors moi j'avoue qu'à 2-0, j'étais encore positif parce que je m'accrochais à 2 statistiques. D'abord, c'est vrai qu'on est invaincu au Groupama Stadium, ça c'est la première statistique, mais surtout, je n'oubliais pas que lorsque Thiago Mendes est sur le terrain, Lyon n'a jamais battu Lille, enfin Lille a toujours battu Lyon, donc ça c'était vraiment, l'homme du match était sur le terrain, donc ça remontait un peu le moral. Plus sérieusement, Arnaud, comment tu l'as vécu toi ce match, cette remontada? Moi, le début du match, j'ai cru voir Brest-Lille, en fin de compte. J'ai dit, ça y est, on est complètement à la ramasse. Et alors, Bradaric qui était à la ramasse aussi. Beaucoup de joueurs étaient un peu à la ramasse. Et je crois, heureusement, Galtier a compris qu'il fallait le changer à la mi-temps, heureusement. Mais sinon, c'est vrai que Bourak, il en avait mis 3 comme ça en sélection, des coups francs. Nous, il mettait toujours au-dessus. Là, ça a été parfait. Il a mis vraiment, il a enlevé la toile d'araignée, comme on dit à l'époque, hein, on disait ça. Et c'était parfait. Et puis en deuxième mi-temps, dès qu'on a marqué le deuxième but, à 2-2, j'ai dit ça y est, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, on peut faire quelque chose. Mais après, comme dit Losquier sur le Twitch, fallait pas être cardiaque entre la 85e et la 93e. Hein. C'est vrai que je pense que Christophe Galtier, il a dû avoir une bonne tension pendant ces 10 minutes là. Hein. Mais bon, tant mieux. On reviendra tout à l'heure sur le comportement de Christophe Galtier à la fin du match. Baptiste, je te vois avec un casque, un micro. Est-ce que tu as réparé ta voix? Dites-moi si c'est bon. Ça va un peu mieux, on dirait. Un peu mieux. Vas-y. Du coup, donc, qu'as-tu pensé de ce match? Et puis on va commencer, et tu peux embrayer sur finalement une analyse un peu plus fine. Je ne sais pas si tu as préparé des statistiques, mais je te laisse la main. Si, donc du coup, on va revenir sur les statistiques puisque un peu donc déjà au niveau des tirs, il y en a eu 16 du côté du LOSC, il y en a eu 8 cadrés, 8 cadrés alors que Lyon on a tiré que 7 fois et a cadré fois, donc avec les 2 buts, avec il y a aussi la frappe de Thiago Mendes, donc ça doit faire 3 cadrés. Niveau possession, donc 54% pour Lille, ce qui montre que Lille a quand même eu le ballon, même si on pensait que Lyon aurait pu l'avoir un peu plus, il y a quand même 54% pour Lille. Et je vais donner une dernière statistique, c'est au niveau des précisions des passes, puisque Lille a 86% de précision de passes, tandis que Lyon, on a eu 79%. Donc Lille était beaucoup plus appliqué, notamment en deuxième mi-temps. Donc déjà, ça montre un peu l'efficacité de Lille actuellement. Et après, je pense qu'on va revenir sur les joueurs, les tops et les flops, mais il y a des joueurs vraiment qui m'ont agréablement surpris. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'individualités qui ont permis la victoire. On refera un tour de table effectivement après pour les tops et les flops au niveau des joueurs, que ce soit à Lyon ou à Lille. Christophe, donc on a évoqué finalement comment tu avais vécu ce match. Dans le détail, comment tu analyses finalement cette performance entre un Lyon qui était très en réussite en première mi-temps, un Lille très en retrait, et puis surtout après, finalement les statistiques le démontrent, un match qui est plutôt à l'avantage globalement des Lillois.
Mais j'espère que c'est moi, hein. C'est Christophe C. Oui. Oui, pardon, Christophe, Oui. c'est. Mais je crois sincèrement qu'en deuxième mi-temps, Lyon a payé un petit peu son match de la semaine en coupe. Physiquement, je pense que ça a été compliqué pour eux. On voit notamment la sortie de Dubois, leur latéral, qui a énormément de mal à revenir après être sorti. Il sort même derrière le but de Maignan, je crois. Il avait les mains sur les genoux, enfin, il en pouvait plus, ce garçon. Et je pense que beaucoup de joueurs étaient dans cet état-là. Donc, merci Monaco, en tout cas, hein, même s'il n'y a pas eu de prolongation. Après, l'analyse tactique, je t'avouerai que sur ce match-là, malheureusement, on prend un but très vite, on en prend un deuxième casquette. Enfin, voilà, j'étais tellement un petit peu dépité sur ce match que je ne vais pas dire que j'ai vraiment regardé un petit peu tout ça, vraiment précisément comme on fait d'habitude. Après, vraiment, l'émotion a pris le dessus, donc je dirais que de toute façon, ouais, enfin, après, c'est plus dans des déceptions plutôt que dans une analyse fine du match. Je pense qu'on a mis une belle pression au milieu de terrain. On a vraiment réussi à bloquer, notamment Cacré, qui a fait une très très bonne mi-temps, la première notamment. C'est un sacré bon joueur, ce garçon. Je dois dire que c'est une des premières fois que je le vois faire un match comme ça, même s'il en a déjà fait un petit peu cette saison, hein, j'ai regardé un petit peu du coup. Mais ouais, il m'a vraiment étonné, il m'a épaté. Et heureusement qu'il a baissé le pied comme le reste de l'équipe en deuxième mi-temps, sinon on aurait vraiment eu des soucis. Après, côté Lillois, je dois dire que la déception vient vraiment de notre latéral gauche qui a vraiment pas apporté grand-chose, alors que d'habitude c'est plutôt son point fort. Je pense qu'il n'a pas fait un centre, malheureusement. Je n'ai pas regardé les stats, mais le ressenti c'est celui-là en tout cas. Et puis il est passé au travers de toutes ses actions défensives, le pauvre garçon. Enfin, je ne sais pas s'il va s'en remettre, hein, sincèrement. Moi j'ai du mal à me remettre de sa première mi-temps, mais lui, je ne sais pas s'il va s'en remettre de son match. Georges, est-ce que tu veux poursuivre finalement? Comment tu l'analyses ce match Ouais, à côté pile, côté face? moi, c'est un petit peu cette sensation au début de match, voir des Lyonnais qui jouaient quasiment à la Lilloise. C'est-à-dire qui abandonnaient le ballon, qui cherchaient la profondeur et qui ont été globalement dangereux parce que je pense que si on reprend les stats des Lyonnais, leur temps fort, enfin le plus gros nombre d'occasions, c'est même, je pense, avant d'avoir marqué le premier but, ça a été sur les 35 minutes. Après, ils se sont éteints. Est-ce que c'était physique, est-ce que c'était mental, je ne sais pas. Pour revenir à Bradaric, moi j'ai un peu cette impression, oui, que c'est. Enfin, en soi, j'ai du mal à imaginer ce qui doit se passer dans sa tête, mais je crois que c'est très compliqué. Et ce qui est très compliqué aussi pour lui, c'est qu'il faut se souvenir il y a même pas, il y a 2-3 mois, il était encore en concurrence et en ballottage favorable, c'était plutôt le titulaire. Et puis Reinildo a complètement inversé la tendance, au point de devenir même un des tauliers de l'équipe. Et voilà, alors c'est évident que si on fait la comparaison, je pense que si Reinildo est sur le terrain, on ne prend pas le premier but. Très clairement, je pense qu'on ne prend pas, quoi. Donc, évidemment, je crois que pour Brada, alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je crois que pour cette fin de saison, ça va être très compliqué parce que je pense qu'il est jeune, il souffre d'une comparaison avec un joueur qui est quand même exceptionnel, hein. Pour anecdote, il est dans l'équipe type de la semaine alors qu'il n'a joué qu'une mi-temps. Donc, parmi les tops encore, enfin, on pourrait mettre en top d'ailleurs tous les joueurs qui sont rentrés. Donc voilà, je trouve qu'au début, il y a eu vraiment un jeu lyonnais qui était plus basé sur l'attente et le contre. Et c'est pour ça que les Lillois finalement amenaient aussi, ce qui rend le match assez extraordinaire, c'est que c'est une autre facette de leur jeu, quoi. Ils se retrouvent menés 2-0, c'est eux qui ont été obligés de prendre l'initiative du jeu et ils l'ont très bien fait, je veux dire, une fois qu'ils sont venus dans le match, quoi. Christophe, comment tu as vécu, toi, ces demi-temps différentes, enfin ces demi-temps, ces premières 40 minutes finalement et les 50 minutes suivantes? Tout à l'heure, je parlais de frustration, c'est vraiment ça, parce qu'on n'était pas ultra dominé. Par contre, comme dit Georges, le premier but, un vrai arrière, il tacle, il n'y a pas de but, il n'y a pas de but. C'est pas possible de rester debout quand le mec va centrer. Enfin, on dirait un match de vétéran à 7 le dimanche matin. Non, c'est pas possible. Et le deuxième but, c'est quand même en casquette. Alors, on se dit, bon, soit on sombre, soit. Mais on n'est pas dominé. Pour moi, on n'est pas dominé. Au milieu de terrain, on a Soumaré qui a fait un match impeccable. André pas mal. Iconé qui a fait un bon travail défensif aussi. Et
Et puis, on arrive à se projeter quand même si c'était pas encore très dangereux, on arrive à se projeter. Et il connaît, il aurait lâché plus vite son ballon. Je pense que on ouvrait la marque. Donc vraiment, je me disais que ça pouvait tourner et que ça devrait tourner. Et après, après le but de Bourak, magnifique. Et la deuxième mi-temps, on a pu noter aussi que déjà, Galtier a fait un remplacement à la mi-temps. On se plaignait de ça la dernière fois, qu'il attendait toujours 1 heure avant de changer de joueur. Là, il a vu que Brataric était à l'eau. Le mieux pour lui, même, c'était de le sortir. Donc, Renildo qui a fait une superbe entrée. Et les entrées de Lille, alors toutes étaient bonnes. Alors qu'à Lyon, les entrées, elles n'ont pas été marquantes, quoi. Même Aouar qui rentre à la fin, il rentre pour rentrer, quoi. Donc, je pense que l'esprit d'équipe de Lille était beaucoup plus fort que celui de Lyon. Et que Lyon, il n'y a pas d'esprit dans cette équipe, quoi. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour remonter. Ça, pour moi, c'est clairement la grosse différence s'est faite aussi sur le mental qui était de notre côté, mais loin devant Lyon. Arnaud, toi, comment tu l'analyses ce match? Dr Jekyll d'un côté, Mr Hyde en début de match pour Lille. Comment tu expliques ce changement finalement de comportement? Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé réellement dans la tête des joueurs lillois. Est-ce qu'il y avait une trop grosse pression au départ ou quoi aux caisses, ou on ne sait pas. Ou un mauvais coaching, comme dit Georges et Christophe. En tout cas, comme le dit aussi Christophe aussi, Galtier a su rebondir assez rapidement à la mi-temps. Et chose qu'il ne faisait pas avant. Mais c'est vrai qu'on a, comme dit, là je vais pas l'oublier, c'est Eléor qui dit qu'est-ce qu'on peut dire à un coach, à son équipe, pour leur donner une envie de jouer et de gagner comme qu'on l'a vécu. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'a dû dire Galtier à la mi-temps pour faire changer cette attitude des joueurs complètement à la rue quasiment pendant 35 minutes à la mi-temps. Donc je pense que ça a dû être quelque chose d'énorme. Après, c'est vrai que Rico dit Bradaric doit se reconvertir en milieu gauche. Pourquoi pas? Peut-être que c'est vrai qu'il a l'habitude de monter et peut-être que ce serait peut-être le meilleur poste pour lui que être défenseur. Mais après, c'est vrai que Marius il dit aussi, faut faire attention. Après notre gros match contre Paris, on a fait nul. C'est vrai qu'on a fait un gros match contre Lyon et on verra ce qu'on va faire contre Nice, mais ça on verra ça par la suite. Et sur Facebook, il y a Julien qui dit: je retiens le très bon coaching de Galtier. Il a fait les changements qu'il fallait, comme on l'a dit. Sortie de Bradaric, rentrée Yazici aussi, qui a fait la passe décisive à Bourak, l'état d'esprit du groupe qui n'a jamais lâché, pourtant à 2-0 à la 44e minute. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous vécu un match, même Canal+ l'a dit, ça a été vraiment le plus beau match de la saison. Je crois que la note était à 15,30, je crois, si j'ai bien compris. On verra, mais je pense que des matchs comme ça, on n'en voit qu'un par saison, et peut-être qu'on en verra peut-être par la suite, parce qu'on a encore d'autres matchs, peut-être que contre Lens, on sait jamais. Hein. Ou alors le dernier match contre Angers pour boucler la boucle et puis de finir en beauté à Angers. Bon, on verra bien. Mais moi, j'ai bien aimé cet état d'esprit et cette envie, en tout cas. Alors, avant de faire le tour des tops et des flops, on sait tous qu'il y a un joueur qui va être forcément dans tous vos tops. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table spécialement dédié à Burak Yılmaz. Qu'est-ce que vous avez à lui dire aujourd'hui? Comment vous expliquez sa situation? On parlait de Renato Sanchez qui était le facteur X. Est-ce que c'est pas Burak Yılmaz qui est le facteur X du LOSC? On a un LOSC qui était très mal en point et finalement Galtier avait un atout, d'où le titre de cette partie de l'émission. Et c'est comme dans la quête du Graal, il a Excalibur, l'épée magique, et ben lui il avait Burak Yılmaz, le joueur renversant qui a pris le match et puis qui a explosé finalement les Lyonnais quasiment à lui tout seul. Alors Baptiste, qu'est-ce que tu as envie de dire de Burak Yılmaz ce soir? Incroyable, incroyable. Je sais pas s'il y a un mot pour le définir. Le match qu'il a fait, il est impressionnant. C'est lui qui nous délivre le point, lui qui vient marquer ce 3e but, c'est lui qui récupère le ballon sur le 2e but, avec une bonne passe de Paqueta, mais c'est lui qui va vraiment chercher aussi le ballon. Enfin, il est impressionnant. Ce match complètement, il lui est dédié et incroyable. Alors, avant de poser la même question à Christophe C,
Juste une anecdote, José Fonte, avant le match, qui dit à Burak Yılmaz, c'est le genre de match pour les grands joueurs. Et Burak Yılmaz qui lui répond, tu peux compter sur moi. C'est tout à fait le personnage. Christophe C, qu'est-ce que tu as envie de dire de Burak Yılmaz? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Tu évoquais Renato Sanchez. Moi, je vois une grande différence avec Renato Sanchez pour Burak. C'est un état d'esprit, tout simplement. Je crois qu'il entraîne les autres au-delà de ses qualités d'attaquant qui sont indéniables. Pour son âge, c'est incroyable. Il va vite, il percute, il lâche rien du tout. Et il a cette capacité, justement, à entraîner les autres derrière lui. Je pense que quand on a un gars comme ça sur le terrain, on a forcément envie de se défoncer. Alors, on n'est pas tous à son niveau, on peut faire des erreurs techniques, être maladroit. On évoquait Ikoné tout à l'heure. Je pense que je crois que c'est Georges qui disait qu'il lâche pas assez vite le ballon, ou Christophe, mais l'attaque n'était pas franchement percutante avec lui, ils l'ont pas forcément aidé. Mais quand on a Burak devant, on a envie d'aller avec lui, on a envie de le suivre. Et ça, c'est un joueur, il y en a pas beaucoup dans les équipes en France actuellement, il y en a très peu. À Paris, j'en vois pas un qui tire son équipe comme ça, qui donne envie de jouer avec lui pour lui. J'en vois pas beaucoup. Et je pense qu'on peut faire le tour des équipes de notre championnat de Ligue 1 actuellement. Je ne sais pas s'il y en a un autre à citer comme ça. À Monaco, j'en vois pas beaucoup. Enfin voilà, c'est ça que je voudrais mettre en avant. Au-delà de ses qualités de joueur indéniables, en Turquie, s'il a joué partout dans les plus grands clubs, c'est pas pour rien, parce qu'il a des qualités. Mais je crois que c'est surtout parce qu'il a des qualités d'homme incroyables et de professionnel incroyables. Alors, je vais essayer de vous placer une petite anecdote ou une petite interview de joueurs ou d'anciens joueurs. Omar Dieng, un ancien du LOSC, qui a déclaré récemment « Burak Yılmaz a éclaboussé de son talent le choc au sommet face à Lyon. Les Turcs, s'ils ne peuvent pas tacler avec les pieds, ils le font avec la tête avec les dents. » Ça illustre complètement l'engagement de Burak Yılmaz. Georges, qu'est-ce que tu as à lui dire ce soir? Moi, je me souviens d'un film, suivant un gamin qui s'appelait Les Aventuriers de l'Art perdu, où les mecs couraient après l'Arche d'Alliance pour être invincibles, quoi. S'ils avaient fait le film 30 ans plus tard, je pense qu'ils se battaient pour avoir Yilmaz, quoi, à la place. L'Arche d'Alliance, c'est petit jeu, quoi, petit bras. Non, on a un joueur incroyable, quoi. Comme dit Christophe, ça va au-delà de simplement le joueur. Je crois qu'humainement, c'est quelqu'un qui dégage un charisme fou. Et c'est pas. Enfin, moi, je trouve qu'on le compare trop souvent à tort à Zlatan. Enfin, le Zlatan, c'est exactement l'inverse. Zlatan, c'est un solide, c'est un mec qui jouait pour sa pomme avec un collectif. Lui, c'est quelqu'un qui s'ouvre au collectif, qui bonifie, qui fait des trucs absolument incroyables. Je veux dire, il bonifie une équipe, quoi. C'est pas simplement un soliste, parce que ça, en plus, il a aussi. Mais j'ai l'impression de voir une boule à facettes de talent que j'ai connu. Des fois, dans son côté renard, je vois du rugby voleur. Je vois des longues courses, au niveau tempérament, il y a du papin. Vraiment, ça me renvoie à un tas d'attaquants que j'ai connus et adorés, et je retrouve un petit peu cette mosaïque dans un seul joueur, quoi. Christophe, est-ce que tu as envie de remercier Marc Ingla qui a foiré complètement la prolongation de Loïc Rémy et donc forcé Luis Campos à nous trouver Burak Yılmaz pour le remplacer? Qu'est-ce que tu as à dire sur ce joueur? Oui, je remercie encore une fois Marc Ingla, franchement merci beaucoup. Georges parlait de joueurs anciens, mais à Lille, ça fait 2-3 années qu'on a quand même des super avancantes. On a eu Pépé, on a eu Osimhen. Même là, on a un super avant-centre, ok, mais c'est aussi et surtout un meneur d'hommes. Je parlais de mental et d'esprit d'équipe. Nous, on a quand même une équipe qui est quand même assez internationale. Je pense que ça parle toutes les langues dans l'équipe. Et on arrive quand même à avoir cet esprit d'équipe. Je pense que c'est parce qu'on a ce type de meneur. On a lui, on a Fonte. A priori, il y a Maignan aussi qui parlerait dans les vestiaires. Mais moi, c'est ce genre de joueur qui fait que tu as un esprit d'équipe parce que comment pas le suivre? Le gars, il est tellement enthousiaste. Il a 35 ans, le gars. C'est le plus enthousiaste sur le terrain. Je veux dire, les mecs, ils ont 20 ans ou 22 ans, et ils sont amorphes. Et lui, il est toujours en route. Il est toujours à rappeler le ballon, à vouloir jouer. Il a même été une fois, il n'a pas 10. Pourquoi il n'a pas 10?
parce qu'il n'a pas dit, parce qu'il a été une fois hors jeu sur ce qui aurait dû être l'égalisation, je crois, à 2-2, ou je ne sais plus. Enfin bref, quand est-ce qu'elle est dans le match. Et il est hors jeu d'1 mètre. Voilà. Mais c'est ça, c'est ce qui m'énerve en lui, c'est parce qu'il a encore cette niaque, des fois, de dire je vais essayer de rouler, de mettre juste à la limite, et des fois il se fait avoir. Mais quand il ne se fait pas avoir, comme quand Paqueta l'envoie au but, envoie David au but, c'est magnifique. C'est juste ce qu'il faut faire. C'est vraiment un super attaquant. C'est un renard des surfaces avec un moral d'enfer. On a gagné au loto. Alors, Aubragnac est tout à fait d'accord avec vous. Hein, et pour lui, Bourak, quel match, je veux me faire tatouer son blaze, a-t-il déclaré. Alors, Arnaud, toi qui as vu une armée de Turcs envahir les réseaux sociaux d'Alé-le-Losc suite à la victoire de Lille et à la prestation de Bourak, qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? Ah mais il est exceptionnel, franchement j'ai jamais vu un truc pareil, c'est les télévisions turques passent des reportages de 15 minutes, 20 minutes sur Bourak, sur Yazidche, sur Zelik, mais sur ce match-là, rien que sur Lyon-Lille, moi j'étais étonné, j'ai fait un peu le tour de toutes les chaînes turques vues sur le net, c'est remarquable, j'ai jamais vu ça, hein. Même notre presse régionale ne fait pas autant de choses, mais c'est remarquable et je pense que comme disait Georges en off, on peut se promener quand même du LOSC, floquer Bourak en Turquie, on vient nous embrasser, hein, limite, tellement on est bien accueillis. Hein. Mais bon, c'est moi ce que je peux dire. Ouais, voilà, c'est vrai aussi. Mais moi, le seul truc que je pourrais dire, c'est faites prolonger les anciens. Fonté, Bourak, même Médian, faites-le prolonger. Quand on voit ça, c'est des tueurs. Et c'est vrai que même Bourak, quand on regarde le match, quand il loupe une occasion, il est en rage contre lui-même. Il est en rage contre lui-même. Le gars, comme disait Christophe, il a 35 ans. Il est en rage contre lui-même. C'est remarquable. Moi, franchement, pourvu qu'on le garde comme Hilton, hein, jusqu'à 40 ans. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Sur les réseaux sociaux, il y a des remarques. Hein. Oui, après, il y a Loski qui dit comme ça, quel dommage de ne pas pouvoir remplir Pierre Mauroy pour les 2 derniers matchs. C'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense que si on avait eu le stade ouvert cette année-là, je pense qu'on explosait tous les records d'affluence. Et je pense qu'on aurait eu une colonie turque qui aurait débarqué, que ce soit de France ou d'Allemagne, rien que pour voir les matchs. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Alors, j'avoue que les journalistes turcs ont pris le LOSC en passion. Ils parlent beaucoup du LOSC, beaucoup des joueurs. Ils ont aussi adopté d'ailleurs notre ami commentateur Michael Ford des matchs en direct, qui apparemment pourrait être recruté pour faire l'appel à la prière sur la mosquée Sainte-Sophie. En tout cas, il participe lui aussi à notre succès et à notre façon d'appréhender ce match. Je vous propose maintenant, en dehors bien sûr du Kral qu'on a évoqué longuement, quels sont, et certains l'ont déjà un peu abordé, vos tops et vos flops à la fois à Lille, à la fois à Lyon. Baptiste, on commence par toi ? Ouais. Donc, juste déjà pour revenir sur Bourak Yilmaz, moi je me rappelle déjà d'une interview qu'il avait donnée à la Téléfoot où il avait dit j'ai un espoir pour la fin de saison, enfin j'ai un secret mais je peux pas vous le dévoiler. Qui sait, ce sera peut-être le titre, hein, on verra. Du coup, du côté des tops, je vais en retenir un du côté de Lille, je vais dire Reinildo, mais pas pour l'ensemble de son match, enfin de sa mi-temps, mais plus pour l'ensemble de sa saison. Parce que cette saison, pour moi, c'est une saison pour Reinildo. On se rappelle de ce premier match avec son carton rouge face à Rennes. Il n'avait pas été bon ensuite, il avait été relégué sur le banc. Et vraiment, il revient, mais alors énormément depuis 3-4 mois. Et c'est devenu le titulaire indiscutable sur le côté gauche. Donc, pour moi, Reinildo a été complètement le top. Et c'est un peu le top de cette saison, en tout cas sur les 4-5 derniers mois du côté du LOSC. Ensuite, du côté des flops, je vais dire Fonté. Ou alors, c'est pas vraiment un flop, mais c'est un peu un mauvais match de sa part. Alors, on va pas parler du deuxième but, puisque, bon, c'est pas sa faute, mais c'est le premier où il juge pas très bien la trajectoire du ballon. Il va pas vraiment sur Slimani, mais bon, on peut pas lui en vouloir non plus. C'est plus de la faute de Bradaric. Et du côté des tops, du côté de Lyon, il y en a pas eu, à part Slimani qui nous a fait un peu mal, mais c'est tout.
Christophe C, est-ce que tu as ta sélection de joueurs lillois et lyonnais? Oui, alors à Lille, moi je voudrais mettre en avant Maignan pour son arrêt sur la frappe de Mendes, qui est déjà l'arrêt est magnifique, mais je crois que surtout il est très très important parce que si on prend celui-là, je pense que là, voilà, on pourrait faire une autre émission totalement à l'inverse de ce qu'on se fait ce soir et on aurait eu moins le sourire lundi matin en allant bosser. Donc voilà, merci Maignan pour cet arrêt. Après, forcément, oui, Brada dans les moins. Mais voilà, je veux surtout regarder l'esprit de l'équipe. Après, Lyon, Lyon, on voit qu'il y a un joueur qui a un niveau au-dessus dans cette équipe. C'est notre ami Memphis Depay. Quand il prend le ballon, voilà, il n'a pas été entouré vraiment bien. Et puis, mais je pense que quand il prend le ballon, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Enfin, voilà, c'est leur meilleur joueur en tout cas. Et Cacré, j'en ai parlé tout à l'heure, qui m'a vraiment épaté, notamment sur sa première mi-temps. Mais je voudrais revenir surtout sur un flop du match. Il n'est pas lyonnais, il n'est pas lillois. Mais c'est même pas pour ses erreurs ou des mauvaises décisions qu'il aurait pu prendre, mais pour l'attitude de l'arbitre. Il m'a insupporté ce monsieur-là. Je ne me souviens même plus de son nom, mais peu importe à la limite, mais il est insupportable. J'ai jamais vu un gars prendre les joueurs, que ce soit les Lyonnais ou les Lillois de haut comme ça. L'entraîneur Galtier notamment, quand il essaye d'avoir une discussion, François Le Tessier, merci Baptiste, il est insupportable. Enfin voilà, hautain, on ne peut pas parler avec ce monsieur. Voilà, même si il a des positions qui sont claires, il ne veut même pas voir la vidéo, rien du tout. Mais on ne peut pas avoir une attitude hautaine comme il l'a sur le terrain, c'est juste pas possible. Quand on voit les matchs de Frappard notamment, c'est autre chose, quoi. Voilà, il y a un autre niveau là. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection, des positifs et des négatifs, Voilà, à la fois pour Lille et Lyon? Lyon, sur les tops, je pense que sur la première mi-temps, clairement, Cacré est au-dessus. Et puis, malgré tout, sur ce qu'il a fait, parce que la bataille du milieu en première mi-temps, elle était clairement remportée par les Lyonnais sur la première mi-temps. Donc Thiago Mendes aussi, qui, même si après, ça a été moins net pour lui, quoi, il est revenu dans la norme des Lions battus quand il est sur le terrain. Et au niveau des flops, faire plaisir à Christophe, il y a eu Paqueta, qui est un vrai beau flop sur le match. Et Depay, alors, ouais, il y a eu quelques étincelles de Depay, mais voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, puisque c'était un petit peu l'alter ego attendu, le Bourak côté lyonnais, quoi, celui qui était censé faire la différence. Et la différence, il ne l'a pas faite du tout. On avait d'un côté un Bourak qui était en feu, et on avait un feu de paille de l'autre côté. Voilà. Et ouais. Et côté lillois, moi, il y a un joueur, j'ai beaucoup aimé son abattage et je crois que s'il est sorti carbonisé aussi vite, c'est que vraiment il a donné défensivement, il a fait le piston, c'est Jonathan David. Pas forcément sur son adresse, il a perdu quelques ballons, mais j'ai revu le match le lendemain, il a couru le bonhomme, et toujours à bon escient, quoi. Donc je voulais aussi mettre en lumière un petit peu son match, parce que forcément c'est moins valorisant que ce qu'a fait Bourak, mais ça a quand même été très important dans le jeu. Les entrants, on en a parlé, mais j'ai eu la joie de retrouver Araujo un petit peu dans la continuité, même si il rate un tir, il était bien en jambes, un double petit pont, enfin il y a eu quelques beaux gestes et toujours à bon escient. Bamba aussi qui a fait un retour qui était assez intéressant. Alors Maignan, ouais, on en a parlé. Question de savoir pour Maignan et Botman, c'est qui fait la boulette. Alors moi, j'étais gardien de but à l'époque. On me dit si Maignan a gueulé, elle est pour Botman. Par contre, si Maignan a rien dit, il est responsable sur le but, quoi. Mais et côté des flops, c'est vrai que Bradaric, on a tout dit. Je relativiserai parce qu'à chaud, j'avais été un peu déçu par le match de Sanchez. Et en le revoyant, pareil, on redit, je me rends compte quand même qu'il a battu pas mal de boulot. Donc, ça a failli, si j'avais pas revu le match, je crois que ça aurait été un flop un petit peu injuste, quoi. Christophe D, quels sont les joueurs que tu veux mettre en avant? Alors en avant, à part Bourak, bien sûr qu'on a déjà dit, David, je suis tout à fait d'accord, David, c'est le complément de Bourak idéal, parce que qu'est-ce qui court, qu'est-ce qui pèse sur la défense, c'est vraiment... Et au niveau mentalité,
il a la mentalité de Bourak quasiment aussi. Hein. C'est vraiment, quand au 2-2, il va chercher le ballon, il revient au centre, il va absolument gagner ce match. Hein. Donc vraiment David. Soumaré, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Soumaré. Il monte en puissance au fur et à mesure du match. En défense, c'était beaucoup plus délicat, mais je mettrais un gros top au parpaing de Botman qui enfin m'a donné un but. Ce magnifique parpaing qui part de la défense, qui est dévié par Yazici, qui va donner le 3e but. Ça devait marcher un jour. Le problème, c'est qu'il fait les mêmes passes quand il est à 20 mètres du but. Alors forcément, là, c'est compliqué à rattraper. Mais ça va donner un but, ça doit faire du bien aussi à Botman parce qu'il a eu un match compliqué en défense centrale avec Fonte. Et après, au niveau. Alors, un gros top, l'envie des joueurs lillois. Parce que même il connaît, il rattrape beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de boulot. Hein, il n'y a rien lâché. Niveau mentalité, il n'y a rien à dire. Il n'y a que Bradaric qui est en dessous, mais je pense qu'il est vraiment la tête dans le sac. Il vaut mieux le sortir. Et le gros flop, c'est le mental lyonnais qui était plus près du Canishnin que du Lyon. Parce que là, franchement, ils n'auront pas de mental. Dès qu'ils étaient à 2-2, on sentait qu'il ne fallait pas grand-chose pour qu'ils soient moins. Donc, tant mieux pour nous. Et voilà. Donc, c'est un gros top aussi pour Galtier qui arrive aussi à tenir cette équipe et à lui donner l'envie. Alors, avant de passer la parole à Arnaud et aux internautes, je voulais aussi vous donner mon top et mon flop. Alors, au niveau de Lille, mon top, je retiens aussi le match de Jonathan David qui marque quand même 2 buts. Et le premier qui marque et qui ne compte pas est exceptionnel. Une espèce de tacle glissé qui conclut l'action de Burak Yılmaz. C'était remarquable. Mon flop, je vais le donner pour Christophe Galtier. Christophe Galtier qui fait un très beau match tactiquement. Par contre, en roulade, c'est pas exceptionnel. Hein. Donc, un petit flop amical et qui permet d'enchaîner avec Arnaud. Arnaud, est-ce que tu as des tops et des flops et est-ce qu'il y a des joueurs que les internautes veulent mettre en avant? Alors, on va commencer par Julien sur Facebook qui dit dans les tops, il y a Bourak, Renildo et André. Et dans les flops, Ikoné qui porte trop le ballon et Bradaric catastrophique, ainsi que la première mi-temps. Voilà là-dessus. Pour les flops lyonnais, il y a Paqueta, Lopez et Garcia, dont les remplaçants n'ont rien apporté. Et ensuite, dans les autres, il y a Rico sur Twitch qui dit Cacré est très fort. C'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire. Et pour moi, mon top et mon flop du côté lillois, mon top, il y a à part Bourak qui est le duo extrême de ce soir, il y a quand même l'envie, comme on dit, l'envie de toute l'équipe, et même les remplaçants, quand on voit la fin de match, les tribunes où on voit les joueurs debout à attendre qu'une chose, que l'arbitre siffle, ça c'est vraiment un état d'esprit très très bien. Après, il n'y a rien à dire, le milieu de terrain, tout a été dit, hein, le milieu de terrain est excellent. Et notre milieu de terrain s'est réveillé en deuxième mi-temps, parce que c'est vrai que en première mi-temps, c'est eux, leur milieu de terrain à eux, aux Lyonnais, qui était beaucoup plus fort par rapport à nous. On était vraiment catastrophique là-dessus. Donc au niveau top, donc il y a, au niveau flop, pardon, il y a Bradaric. Ça on peut pas dire, et là il a complètement loupé son match. Et après le petit top à part, c'est Galtier. Franchement, Galtier, je sais pas si vous avez vu, mais je le trouve depuis quelques matchs souriant, expressif. J'ai jamais vu à part Vaïd à l'époque, un entraîneur aussi expressif après les matchs. Il va féliciter tous ses joueurs, il va courir sur le terrain. Franchement, il donne envie, même aux joueurs et aux spectateurs, aux téléspectateurs, parce qu'on ne veut pas être au stade, de gagner ce championnat grâce à lui. Et moi, pour moi, c'est à part, hein, mais pour moi, je ne vois pas quitter Lille. Au vu de son envie et de sa détermination, je ne le vois pas quitter Lille. Et il trouve même le temps de faire de la pub pour Compoti, hein, pendant le match. Pompote, ouais. Pompote, ouais. Voilà, il est 21h13. Nous avons été très très bavards sur cette remontada exceptionnelle. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission avec toujours Christophe D, Christophe C, Georges, Baptiste et Arnaud. Deuxième partie de l'émission avec un débat
La quête du titre, est-ce toujours un tabou pour le LOSC? Quelles sont les chances du club à 4 journées de la fin? Quelles sont les chances du quatuor de tête? Et puis, à la fin, on terminera par un petit pronostic de chacun. Qui veut commencer à évoquer? Donc, est-ce que cette remontada qu'on vient de faire contre Lyon, elle change la donne au niveau des relations entre les 4 équipes de tête? Je rappelle que finalement, Lille a rencontré maintenant les 3 autres concurrents et reste invaincu contre Paris, contre Lyon, contre Monaco. Donc, à chaque fois, une victoire, un nul. Et donc, finalement, est en tête de ce mini-championnat. Est-ce que ça va suffire? Il reste maintenant à conclure avec 4 affiches, 4 finales contre des adversaires de moins grande prestance, mais qui restent tout autant dangereux. Qui veut commencer? D'abord un sentiment global, et puis après on prendra équipe par équipe. Alors rapidement, comment tu vois cette fin de saison, Baptiste? Comment je la vois cette fin de saison? Déjà pour Lille, ils sont maîtres un peu de leur destin. Il y a que entre guillemets qui seront favoris entre guillemets. Il y aura aussi le RC Lens qui sera un peu l'arbitre, qui devra jouer encore contre 3 des 4. Donc hormis Lyon, ils devront jouer les 3 premiers. Du coup, donc ça va être un peu l'arbitre. Maintenant, à mon sens, je pense que Lille a toutes les cartouches et les ressources nécessaires pour devenir champion. Christophe D, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Tu es confiant après ce match contre Lyon? Ouais, je suis confiant. Mais je me rappelle que, comme disait tout à l'heure Marius, je crois, la dernière fois, on a merdé derrière. Donc, il faut vraiment que ça ne se reproduise pas. Moi, je pense que depuis le match de Paris, on peut dire qu'on joue le titre. Parce que c'était le match tournant. Si on faisait autre chose qu'une victoire à Paris, je pense qu'on ne voyait plus Paris. On était perdu. Et donc là, depuis qu'on a gagné à Paris, on joue le titre. Et s'il faut donner un pourcentage, je dirais qu'on a un peu plus que les 2 autres. Je pense que Lyon, c'est fini, malgré ce que peut dire Olas. Et nous, peut-être qu'on a 40 et les 2 autres, ils ont 30, quoi. Mais ça va encore être serré, quoi. C'est pas la bonne royale. On verra les calendriers après. Christophe, c'est alors ton sentiment global. Est-ce que Lille est devenu un favori pour le titre? Est-ce qu'il doit l'afficher comme l'a fait Galtier d'ailleurs à la fin du match? Il a parlé ouvertement du titre et c'est une grande nouveauté dans son discours. Je crois que c'est le moment, oui, effectivement, de s'afficher un petit peu. Et puis, c'est aussi une façon de mettre la pression sur les autres. Après, Baptiste parlait de l'équipe du Pas-de-Calais qui va jouer les arbitres. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Il y a surtout aussi Rennes qui est juste derrière avec 56 points. Donc, ça ne va pas se jouer uniquement avec Lens, ça va aussi se jouer avec Rennes, notamment avec un entraîneur qui a bien remonté la pente pour cette équipe, Genesio, qui fait de bonnes choses à Rennes. Et ils ont également leur chance pour jouer encore une bonne place dans le championnat, et notamment en Coupe d'Europe. Donc je ne compte pas simplement sur Lens, ça me ferait vraiment mal au cœur. Je compte aussi sur Rennes. Voilà, tout simplement. Et effectivement, on a des équipes qui sont largement à notre portée. Il ne faut pas se rater, c'est tout. Voilà. Mais si on joue aussi sérieusement que le match qu'on a vu dimanche soir, il n'y a aucune raison, forcément. Hein, donc... Mais voilà. Après, oui, effectivement, Paris Saint-Germain qui va avoir des matchs de Coupe d'Europe notamment, et Monaco qui va avoir un match de Coupe de France. Ça peut être important aussi, ça peut être un objectif également pour eux. Ils n'ont pas gagné de titre depuis très 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 longtemps. Donc s'il y en a un qu'il faut assurer, c'est peut-être le match de Coupe. Je leur demande en tout cas, assurer le match de Coupe. Voilà. Et puis, oui, il faut s'afficher. Clairement, il faut s'afficher maintenant, il faut y aller. On évoquera les calendriers précis de chacune des équipes après. Mais globalement, Georges, tu y crois? Il faut l'annoncer? Il faut faire valoir ses ambitions maintenant? Première chose, j'ai envie de dire que cette fin de saison va être irrespirable. La suivre ou pas, je ne sais pas encore, mais ça va être... on va souffrir. Des fois, moi, j'envie vraiment les supporters dijonnais, quoi. Eux, ils ont plus à s'emmerder, à savoir à quelle place ils vont finir. Ils connaissent pas leur bonheur, ces gens-là. Donc, nous, on va être amenés à souffrir encore pas mal. Mais moi, ce que je pense surtout... de toute façon, clairement, je pense qu'on ne peut plus ne pas l'annoncer. Si Galtier dit qu'il ne joue pas le titre, qui va le croire? Donc, vous dire, moi je pense qu'il a fait révéler un secret de polichinelle. Et surtout, après un match comme celui-là,
parce que je veux dire, il n'y a pas que Lyon qu'on a mis dans les cordes, il n'y a pas que Lyon qu'on a assommé sur ce match-là. Je pense que les Monégasques et les Parisiens qui étaient devant leur télé, ils ont reçu un message très fort. Premier message, c'est dire que de toute façon, ces deux équipes n'ont plus leur destin en main. Ils vont devoir compter sur un faux pas de Lille. Donc, Lille est tranquille, je veux dire. Lille gère sa saison, je dirais, ils sont maîtres du chrono. Alors, après, c'est vrai que l'inquiétude, t'évoquais le mini-championnat avec Lyon, Paris et Monaco, on a fini premier. Bon, je rappelle que le mini-championnat avec Brest, Angers et Nîmes, on est lanterne rouge, quoi. Donc, il faudra être quand même extrêmement prudent. Le calendrier, on va y revenir après, mais là aussi, je pense qu'on peut voir les choses quand même un petit peu plus sereinement. Alors, on n'a pas encore rencontré Angers pour la deuxième fois, donc on ne terminera peut-être pas lanterne rouge de ce midi championnat. Alors, Arnaud, est-ce que tu penses qu'il faut annoncer le titre? Alors, je le rappelle, on ne l'a pas précisé, mais les écarts sont infimes. Donc, Lille est premier avec 73 points. PSG est deuxième avec 72, un point de moins. Par contre, ils ont un goal average qui est nettement supérieur à Lille. Monaco est troisième avec 71 points. Donc, les trois équipes de tête se tiennent en 2 points. Et Lyon qui s'est fait décrocher suite à sa défaite de dimanche et qui suit derrière à 67 points. Donc, les écarts sont faibles. Arnaud, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois qu'il faut annoncer maintenant comme un champion de France potentiel? Ça, comme vous l'avez tous dit, on peut pas se le cacher. À moins de faire une guirou en disant ça y est, on est sauvé pour la Ligue 1, on se maintient. Non, on peut pas dire ça. C'est vrai que la semaine dernière, on avait Florent Balmont qui dit non, il faut pas en parler. Mais je crois que là, on peut pas faire autrement. Donc on est quand même premier, 73 points. On a battu le quatrième 3-2 avec une remontada remarquable. Je pense qu'on ne peut que l'annoncer. Même Florent Balmont le disait aussi la semaine dernière, les joueurs en parlent. C'est un secret de polichinelle, comme on dit, hein, donc il faut pas se le cacher. Ce serait n'importe quoi, ce serait se mentir à soi-même. Et puis après il faut y croire et puis il faut jouer. Et comme vous l'avez tous dit aussi, on a notre destin en main. Je pense qu'il nous reste 4 matchs. C'est simple, il suffit de gagner les 4 matchs et c'est bon. Hein. Donc même si les autres gagnent leurs 4 derniers matchs, on est premier. Donc c'est simple, il faut gagner. Ensuite, Cash qui dit sur Twitch, Galtier en tant qu'entraîneur principal doit étoffer son palmarès. Il n'a gagné qu'une coupe de la Ligue avec Saint-Etienne. C'est vrai que une coupe, c'est en plus une coupe de la Ligue, c'est pas énorme pour l'instant. S'il peut étoffer avec champion de France en battant PSG et Monaco et Lyon, ça a un peu plus de gueule, on va dire. Hein. Et Rico qui dit aussi que c'est vrai que Rennes doit battre aussi Paris et Monaco. C'est vrai qu'il y a Rennes aussi, comme disait, c'était Georges qui disait que Rennes est dans la course aussi. On ne parle pas que de Lens aussi, hein, il y a aussi ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi faut avoir contre Nice, ne pas faire de conneries, on va dire. Alors, on va évoquer maintenant le calendrier. Alors avant, je voulais juste dire, Florent Balmont, chez nous, donc la semaine dernière, avait effectivement dit qu'il ne fallait pas du tout s'avancer comme un champion de France potentiel, il ne fallait pas avancer ses ambitions. Il a un peu modulé ses propos après la victoire contre Lyon sur RMC, donc il était interviewé hier, et où il disait qu'effectivement, maintenant, on ne pouvait plus se cacher, quoi. Donc il fallait que Lille assume son statut depuis qu'il avait battu Lyon. Alors, je vous propose de reprendre pour chacun des clubs finalement le calendrier et on fait un tour de table à chaque fois et à la fin, après vos analyses, vous me dites à quelle place vous voyez le club terminer, 1, 2, 3 ou 4 et on terminera par Lille. Lyon, on va commencer par les battus de dimanche. Lyon a un calendrier qui est un peu hétérogène, donc il se déplace d'abord à Monaco, donc finale très importante. Ensuite, il reçoit Lorient, qui est toujours concerné par la descente. Et il va à Nîmes et il reçoit Nice. Alors Baptiste, qu'est-ce que tu penses de ce calendrier? Est-ce que tu penses que c'est un calendrier facile compte tenu du contexte? Et quels sont les matchs clés de Lyon et à quelle place tu les vois terminer? Alors déjà en regardant un peu le calendrier des 4, pour moi Lyon est celui qui est le plus dur calendrier, le plus dur à jouer puisqu'ils vont donc aller à Monaco, donc ça sera un match très compliqué.
Ensuite, recevoir Lorient, on sait que c'est pas facile. Surtout Lorient qui actuellement, même s'ils ont 3 points d'avance sur le barragiste, il faudra quand même qu'ils aient des points. Donc ils vont jouer avec un Terem Moffi qui est très bon en ce moment, donc ça peut leur faire mal. Ensuite Nîmes, toujours pas sauvé, donc ça va être compliqué pour eux. Après Nice qui n'aura plus rien à jouer. Donc 3 matchs compliqués, pour moi ils finiront 4e. Christophe C. Quel est La ton même avis? chose. La même chose. En plus, ils vont jouer contre. Bon, il n'y a pas que Lorient, hein, il y a aussi Nîmes, mais tu en as parlé, Baptiste. On va compter sur Stéphane Planck pour nous ramener, nous bloquer un petit peu Lyon, mais de toute façon, je pense qu'ils n'auront pas besoin de ça. Ils vont vraiment avoir une fin de saison compliquée. Et je pense qu'ils ont été touchés en plus moralement, et ça va jouer le match de dimanche. On va laisser des traces, je pense. Donc, je les vois bien 4e, effectivement. Alors, la saison de Lyon peut se terminer dimanche prochain après le match de Monaco. Georges, qu'est-ce que tu penses de ce calendrier? Moi, il est très compliqué, on l'a déjà évoqué, parce que d'abord, en effet, ouais, ils vont se taper le dernier col hors catégorie, hein, puisqu'on va rester dans les métaphores cyclistes, mais surtout, les 2 candidats au maintien qui jouent sont 2 équipes qui vont se battre. Enfin, je veux dire, à ce moment de la saison, c'est pas pareil de jouer Nîmes ou Lorient ou de jouer Bordeaux qui est quasiment moribond. Là, ils vont affronter 2 équipes qui ont décidé de mourir les armes à la main. Donc, pour moi, c'est 2 matchs qui sont absolument pas gagnés du tout. J'ai vu les Lorientais cette semaine et même Nîmes, hein, Lens qui aurait pu s'en sortir beaucoup mieux que pouvait revenir avec quelques points de Lens sans que ce soit un vol. Et donc, je pense que ça va être 3 matchs hyper compliqués. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est les Lyonnais eux-mêmes. Je pense qu'on sent que l'équipe est au bord de l'implosion. Je pense que moi, je les vois peut-être finir sur un Fanny sur les 4 derniers matchs, quoi. Et pas oublier un truc, parce qu'il y a 2 enjeux quand même pour les 4 premiers. C'est bien sûr d'être champion, mais c'était aussi d'éviter la place du con. On s'est soulagé de cette peur-là. Eux, aujourd'hui, le titre, c'est foutu. Je pense que ça va être très compliqué de remonter 3 équipes. Donc, ça va être la peur au ventre pour eux, parce que le seul enjeu, justement, c'est d'essayer d'accrocher le podium. Christophe D, tu es d'accord avec cette analyse? Finalement, on saura assez vite, et notamment après le match de Monaco, qu'est-ce qui reste à jouer pour l'Olympique Lyonnais? Ouais, tout à fait. Alors, même s'ils ont un sursaut d'orgueil contre Monaco, ce qui est possible, hein, parce que ils partent tellement de bas que là, ils sont au fond, ils n'ont plus qu'à donner un coup de pied, ils vont remonter. Hein. Mais même s'ils tapent Monaco, ce qui serait vachement bien pour nous, hein, ça serait super. Oui, mais, je prends. Hein. Même s'ils tapent Monaco, ils sont capables de perdre contre Lorient et d'aller perdre à Nîmes à la fin. Donc, non, je ne les vois pas autre chose que 4e. Je pense qu'il y a une ambiance dans cette équipe et on sent qu'il y a un truc de cassé et que l'équipe elle est en perdition et que le coach sait déjà qu'il va partir. Voilà. Peut-être que nous aussi c'est déjà qu'il va partir, mais il fait moins voir. Quoi. Arnaud, ton analyse de ce parcours lyonnais et les réactions des internautes? Alors pour moi, alors il y a qui? Il y a Rico qui dit Lyon pour moi 4e. C'est le club le moins solide des 4. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi derrière. Pour moi, c'est pareil. Lyon sera 4e. C'est vrai que le match, la dernière chance de pouvoir espérer être sur le podium, c'est la semaine prochaine. Comme tout le monde l'a dit, si Lyon perd le prochain match contre Monaco, c'est cuit. Là, c'est même pas la peine. Ils vont être en Europa League. Et ça va être, d'après ce que j'ai compris, j'ai regardé un peu sur les forums lyonnais, ce serait catastrophique pour Lyon, je crois, d'après ce que j'ai. Financièrement, je trouve que ce serait catastrophique, il paraît. On verra par la suite, mais j'ai entendu ça. Hein, ça parle de plus en plus de ça, que niveau financier, ce serait terrible. On leur présentera Gérard Lopez, c'est pas grave. Ouais, mais il est déjà sur Bordeaux, Gérard Lopez, donc. Ouais, mais bon. Ouais, après c'est vrai que c'est Monaco-Lyon. Après t'as Lyon qui va jouer contre Lorient qui n'est pas sauvé. C'est ça aussi le truc. Donc Lorient peut faire le nécessaire. Lyon, comme il a été dit, n'est pas sauvé non plus. Et le dernier match contre Nice, Nice, je crois qu'ils sont encore assez loin des places européennes, donc ce sera un match en libre, on va dire. Bon, pour l'instant, il y a consensus. On voit plutôt Lyon 4e et je souscris à vos analyses. Voyons le parcours de Monaco maintenant. Monaco qui, on l'a dit, reçoit le week-end prochain des Lyonnais au pied de la falaise, enfin plutôt au bord de la falaise. Ensuite, ils se déplacent à Reims. Ensuite, reçoivent Rennes avec, entre les 2 matchs, un
demi-finale de Coupe de France contre Rumilly. Ensuite, après Rennes, c'est l'éventuelle finale de Coupe de France. Et ensuite, il termine par un match à l'extérieur au Stade Bollaert contre les Lensois. Comment voyez-vous ce parcours et à quelle place voyez-vous Monaco terminer en fin de championnat? On le fait dans l'autre sens, Christophe D. Monaco, ils sont sur une superbe dynamique. Je les ai vus dimanche un peu, j'ai pas vu tout le match, mais ça commence quand même à fatiguer un peu, je trouve, contre Angers. Angers, ils avaient fait une tactique que tout le monde aurait dû faire depuis 4-5 matchs, mais je ne sais pas pourquoi les mecs, ils mettent toujours 20 ans à le faire. Ils ont pris leurs deux milieux de terrain, je ne sais plus comment ils s'appellent, les deux là, qui font les relayeurs, et ils ont pris à la culotte, et ils ont empêché de jouer. Et là, on a vu que Monaco était beaucoup moins malin d'un seul coup, et ils gagnent sur le fil, sur une moitié de conneries. Voilà, donc je pense que Monaco, c'est pour ça que je disais par rapport à Lyon sur son orgueil, il est prenable sur un match, mais après ils vont se reprendre. Et moi, je suis assez statu quo. Moi, je pense que Monaco finira 3e. Parce que je pense que, voilà, on parlera du reste, mais voilà, je pense que Monaco finira 3e et qu'il peut avoir un faux pas dans les 4 derniers matchs. Georges, est-ce que tu es du même avis ou tu es beaucoup plus optimiste pour les Monégasques? Alors, pour moi, Monaco, il y a un gros problème pour le titre. C'est que même si l'écart n'est pas énorme, il y a 2 clubs à passer. Et ça, à 4 journées de la fin, c'est très compliqué. Donc j'ai presque envie de dire que pour eux, le titre, ce sera un concours de circonstances avec les deux devront commettre des faux pas, ce qui n'est pas acté. Par contre, je les vois finir quand même comme Christophe, relativement fort. Et pour des raisons que j'expliquerai après, moi je les vois 2e. Que tu expliquerais après, tu peux le faire tout de suite ou tu veux le faire quand on parlera du PSG ou de Lille? Je reviendrai justement parce que évidemment c'est par rapport aux autres, mais disons que je les vois dépasser une équipe et c'est pas Lille. On fera ces 30 secondes lors du résumé. Ouais. Christophe, quel est ton avis sur le parcours monégasque et est-ce que les matchs supplémentaires vont avoir un impact sur leur physique? Alors, peut-être pas la demi-finale, mais je pense que la finale peut avoir un impact, effectivement. Je pense que ça va leur manger un petit peu au niveau psycho. J'espère en tout cas, mais je les vois bien finir quand même 3e. Je les vois pas passer Paris, qui a quand même une petite marge vis-à-vis d'eux, je pense, et notamment au vu du calendrier. Ils vont jouer quand même Lyon peut les accrocher. Je pense qu'ils sont en capacité de le faire. Il faut qu'ils se retapent un petit peu là. Ils vont avoir une semaine complète pour se remettre. Après, le match à Reims, c'est jamais un match facile non plus. Ça peut être un petit match piège. Et puis derrière, ils jouent Rennes encore une fois et Monaco qui va après aller à Lens. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple et je pense qu'ils peuvent en laisser. Ils peuvent laisser, je pense, au moins 3-4 points facilement là-dessus. Surtout si Rennes et Lens jouent encore l'Europe à ce moment-là du championnat. Ça peut avoir un impact. Tout à fait. Baptiste, quelle est ton analyse sur le parcours monégasque? Alors déjà, donc toujours au niveau des gars de club, pour moi c'est celui qui a le pire calendrier. Donc déjà ils vont recevoir Lyon avec un effectif affaibli, puisque rappelons que donc Jovetic est blessé au mollet. Il y aura Golovin qui a été testé positif au Covid-19 qui s'ajoute aux 5 cas déjà face au match d'Angers. Donc ça veut dire un mini cluster au sein du club de la Principauté. Donc ça pourrait les affaiblir. Donc ils vont à Lyon. Donc déjà ils peuvent y laisser 2 points, je pense, avec un petit match nul avec Lyon qui va vraiment être surboosté pour accrocher un résultat face à Monaco. Ensuite, face à Reims, je ne sais pas encore, puisque avec le départ de David Guillon, ils sont un peu mal en point, entre guillemets. Ensuite, ils recevront Rennes. Donc Rennes, ça sera compliqué avec Bruno Genesio qui a très bien remis en place l'effectif rennais. Ça peut vraiment faire un très gros choc. Et ensuite, il y aura Lens qui sera reboosté puisqu'ils auront perdu contre Lille et donc ils vont se rebooster 2 journées après et donc essaieront de gagner contre Monaco. Je les vois finir 3e devant Lyon. Arnaud, ton pronostic et ta vision du parcours monégasque d'ici la fin du championnat? Moi je les vois 2e. Je les vois passer le PSG. Pourquoi? C'est simple, le PSG a quand même encore la Coupe de France et la Ligue des Champions, et comme ils veulent absolument gagner la Ligue des Champions, tout dépendra du score de demain. S'ils font un bon score demain en Ligue des Champions, je pense qu'ils vont peut-être laisser des plumes des forces surtout pour le championnat. Et nous, si on fait pas les jours, on pourrait
rester devant. Mais je vois que Monaco passe le PSG, allez, à l'avant-dernier match. Bon, ben justement, on va pouvoir parler du PSG. Alors, le PSG qui a un calendrier potentiel qui est énorme d'ici la fin de saison. Alors, dans l'ordre, ça commence demain avec le match contre City. Ensuite, ils reçoivent Lens. Ensuite, match contre City, match retour. Ensuite, ils vont à Rennes. Ensuite, demi-finale de Coupe de France contre Montpellier, donc à rythme de 2 matchs par semaine. Ils se rendent ensuite à Reims. Pardon, ils reçoivent Reims ensuite. Ensuite, potentielle finale de la Coupe de France contre éventuellement, certainement Monaco, si en tout cas la logique sportive est respectée. Et ils terminent par un match à l'extérieur, donc à Brest, et avec la finale de Ligue des Champions éventuelle qui se situerait donc après le dernier match de championnat. Un calendrier vraiment gigantesque qui peut être la clé de la saison. Baptiste, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, du côté du PSG, donc outre le match de Ligue des Champions qui devrait y laisser des traces sur leur performance sportive, ils vont recevoir Lens. Lens qui, on l'espère, fera un résultat contre Paris. Ensuite, ils iront à Rennes. Donc, ce sera un match compliqué puisque Rennes, comme l'a dit Christophe, sera aussi l'arbitre. Et c'est vrai que j'avais oublié, sera aussi l'arbitre de ce fin de championnat. Ils recevront Reims et ils iront à Brest. Ce sera 2 matchs compliqués aussi puisque Brest, un peu plus compliqué que Reims, même si les 2 équipes n'ont plus rien à jouer. Donc, je les vois quand même finir deuxième avec une individualité d'Mbappé ou Neymar qui malheureusement leur fait accrocher une victoire à chaque fois. Et donc, je les vois finir deuxième. Christophe C., que penses-tu du marathon parisien ? Je suis assez d'accord avec Baptiste. Je pense que les matchs les plus importants sont les 2 prochains pour Paris Saint-Germain. Et après, ils vont finir en roue libre. Je pense que contre Reims et le dernier Brest, qui n'ont plus rien à espérer en championnat, ils sont calés au milieu de classement. Voilà, ils risquent plus grand-chose. Donc, je pense que ça va se faire sur les 2 prochains matchs. Et du coup, ça va alléger un petit peu. Je pense que l'état d'esprit va être tourné à autre chose. Mais ils sont en capacité largement de battre ces clubs de Reims et décidément, et de Brest. Donc voilà, je pense que le match de Lens est très important. Il va arriver entre les 2 matchs de Manchester City. Donc voilà, s'ils assurent un match correct et sérieux demain, je pense qu'ils peuvent conserver la place de 2e face à Monaco. Ça va peut-être être un petit peu juste pour venir nous chercher, j'espère. Georges, ton avis ? Ben voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que surtout, ils vont jouer 2 candidats à l'Europe après avoir affronté les 2 matchs de demi-finale de Ligue des Champions. On sait qu'après la Ligue des Champions, ils sont toujours dans le dur. Ils vont devoir faire tourner parce que, vu le rythme d'enfer, ils ne pourront pas tenir. Et moi, j'ai vu ce que c'est qu'une équipe bis du PSG contre Saint-Etienne. Enfin, c'est une équipe qui s'en sort bien parce qu'il y a Mbappé. Je suis pas sûr que parce que là ils vont jouer quand même contre 2 équipes qui sont plusieurs crans au-dessus de Saint-Etienne. Et moi je les vois pas faire le plein face à Lens et face à Rennes. Et j'ai même envie de dire que Reims et Brest, peut-être qu'ils aimeraient bien, avant de finir la saison, comme un baroque d'honneur, se payer les Parisiens. Donc je pense qu'ils n'auront pas de match facile. Et ils ont un calendrier démentiel. Mais moi, je pense surtout que cette 2e place, ils risquent de la perdre sur les 2 prochaines journées. Après, c'est plus du domaine de l'hypothétique, mais en effet, normalement, Brest et Reims, ça devrait passer, quoique. Mais moi, je pense vraiment que... je ne suis pas inquiet. J'ai beaucoup d'espoir pour eux, contre Lens et contre Rennes. Christophe D. Alors, Paris 1er, 2e, 3e, que penses-tu du parcours parisien ? Moi, je dirais Paris, leur place, c'est premier. Au début de l'année, quand on démarre la saison, Paris, leur place, c'est premier. Donc, pour moi, c'est encore les favoris. Et c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, je pense, côté lillois, de se dire ils vont pas faire de faux pas. Pour moi, ils vont tout gagner. Et je pense qu'ils vont tout gagner. Ils vont tout gagner et qu'il faudra absolument que nous, on gagne tout aussi. Et donc, moi, je ne vois pas Paris perdre un match. Je ne vois même pas faire match nul. Je pense qu'ils vont... c'est quand même des joueurs qui sont bâtis pour ce genre de calendrier. Et à moins qu'ils aient un accident industriel
de type Mbappé qui se pète ou Neymar, mais sinon, s'il n'y a pas ça, je pense qu'il va falloir que je vois deuxième sans problème. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des avis qui se forgent sur les réseaux sociaux? Alors c'est vrai que là je vois que c'est sur Twitch qui dit, c'est Hugo qui dit Mbappé est en très grosse forme et montre un état d'esprit qu'il n'a jamais eu en Ligue 1 sur les 2 dernières années de Paris. C'est vrai qu'il porte l'équipe, c'est vrai. Mais moi, comme dit Christophe D, l'histoire c'est que Mbappé, pour l'instant, il n'a pas prolongé. Ensuite, une simple blessure d'Mbappé et c'est fini. Parce qu'on voit que l'équipe du PSG sans Mbappé et l'équipe du PSG avec Mbappé, c'est complètement différent. Même avec un Neymar, lui, il est en retraite. Hein. Il peut sortir son déambulateur, c'est fini pour moi. Mais pour moi, t'enlèves Mbappé, et je crois qu'il y a un risque qu'il se blesse bêtement peut-être ou quoi qu'est-ce, parce que là il se donne à fond. Il a jamais été aussi costaud Mbappé. Mais moi je vois PSG 3e. Il ne reste plus qu'un seul calendrier à analyser, celui de Lille. Donc Lille qui reçoit Nice, équipe plutôt de milieu de tableau. Ensuite se déplace à Lens, en course pour l'Europe, reçoit Saint-Etienne et se déplace à Angers pour terminer. 2 clubs qui n'ont visiblement plus rien à gagner ni à perdre en championnat. Alors, sans rentrer dans le détail de Nice, on l'abordera juste après. Comment vous voyez cette fin de championnat? Quel est le principal adversaire de Lille? Et à quelle place vous les voyez terminer à la fin du championnat? Georges, je te vois opiner, tu vas commencer. Alors pour moi, le principal adversaire de Lille, c'est Lille. J'avais tendu la perche. Bah oui, je pense que voilà, on a vu cette saison des exploits absolument incroyables et à côté de ça, des matchs évidents à côté desquels il passait. Parce que, faut être clair, le calendrier, on joue 3 équipes qui n'ont plus rien à jouer du tout. Donc, a priori, ce qui peut être intéressant face à ces équipes-là, j'imagine que des équipes qui finissent la saison vont peut-être pas forcément être omnubilées par l'idée de faire un nul 0-0, vont peut-être essayer de jouer. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous, je pense que... Et puis, le derby qui arrive réellement, c'est-à-dire que là, on a eu le dernier call hors catégorie. Il nous reste un call de première catégorie qui est Lens. Et après, il y a du faux plat où il va falloir gérer, quoi. Et je pense qu'ils ont totalement leur destin en main. Donc, quand on regarde de manière très rationnelle le niveau des Lillois, les matchs qui restent à jouer, même à Lens, s'ils sont dans leur plénitude, moi je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet si Lille joue sa gamme comme elle sait la jouer. La seule question, c'est que voilà, il y a 4 matchs et il faudra pas se louper sur aucun d'entre eux. Enfin, éviter de nous faire une Glasgow, quoi. Christophe D, tout à l'heure tu parlais des 4 victoires du PSG. Est-ce que tu vois aussi 4 victoires pour Lille? C'est exactement ce que je dis. Ouais. Je pense que c'est vraiment. On n'a pas le droit au faux pas. Je pense que Paris ne va pas se louper. Et donc, si nous, on a un faux pas, on est foutu. Donc, il faut absolument tout gagner. On a prouvé qu'on avait du mental sur des gros matchs. Maintenant, il faut prouver qu'on a du mental sur des matchs un peu moins gros, on va dire. Mais Nice, on en parlera après. Mais voilà, c'est faisable. Mais c'est quand même joueur. On sait que Lens, ils n'ont qu'une envie, c'est de nous battre. Donc, il faut jouer avec cette envie-là pour être plus froid qu'eux et puis marquer d'entrée et puis voilà, les laisser monter dans les tours tout seuls. Et puis après, Saint-Etienne, on s'est fait piéger au match aller, on s'est piégé au match retour. Et Angers, pareil. Angers, on s'est piégé au match aller, il ne faut pas s'appiéger au match retour. Donc on a quand même un derby qui est toujours un match à ne pas perdre et quelques revanches à prendre sur cette fin de championnat. Donc au-delà du fait qu'il faut être au top, il y a quand même des choses à se prouver, quoi. Et donc voilà, donc j'y crois qu'on va réussir à mettre ces 4 victoires et on finira un point devant Paris et ah bon. Christophe C, alors ton avis sur ce calendrier? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Christophe, et notamment le marquer vite contre toutes ces équipes. Il faudra marquer vite pour se faciliter les choses et voilà, et s'enlever ce poids qu'on peut avoir à devoir courir jusque dans les dernières minutes. Après, voilà, on va jouer Nice, qui n'est pas forcément la plus dangereuse de tous.
On va aller à Lens sans public, c'est important. Saint-Etienne, c'est largement à notre portée. Ils sont tellement. Enfin, voilà, c'est le yo-yo, cette équipe. Et on va recevoir pour le dernier match Angers, pour le dernier match de son coach un peu emblématique de ces dernières années. On se déplace à Angers. On se déplace, ouais. On se déplace à Angers. On se déplace à Angers, mais sans public. Mais par contre, pour le dernier match de leur coach, voilà, il va y avoir une petite pression sur cette équipe, mais je ne les vois pas nous inquiéter vraiment. Voilà, donc si on est sérieux, comme on dit depuis tout à l'heure, si on est sérieux, il n'y a pas de raison d'avoir peur des 4 équipes qu'on va rencontrer. Baptiste, qu'est-ce que tu penses de ce parcours? Est-ce que le principal ennemi adversaire de Lille, c'est Lille, ou éventuellement la pression du titre? Non, pour moi, le principal adversaire de Lille, c'est Lille. L'ennemi de Lille, c'est Lille. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, la réception de Nice, alors on reviendra après, mais ça va être une réception compliquée ou non. De toute façon, Nice, c'est pour moi l'équipe la plus irrégulière du championnat. On reviendra après dessus, mais elle est très irrégulière. Après, il y aura le match de Lens. Donc ça, j'attends de voir impatiemment. Ensuite, il y aura Saint-Etienne qui revient un peu en marche. Maintenant, on n'aura plus rien à jouer, donc qu'elle nous laisse gagner. Et puis Angers, ce sera pareil. Et bon, ils voudront finir en beauté avec, comme l'a dit Christophe, la fin de l'ère Stéphane Moulin, qui restait quand même plus de 10 ans au club, si je dis pas de bêtises. Donc ils voudront finir en beauté. Maintenant, je pense que Ibrahim Amadou et Stéphane Bouffal seront sérieux et diront qu'ils voudront laisser le titre à Lille. Ils sont sympas. Donc Lille finira premier. Arnaud, ton avis, ton pronostic et ceux des internautes? Bah, tout a été dit, en fin de compte, j'ai rien à rajouter. C'est vrai que l'ennemi de Lille, c'est Lille. Il y a que eux, hein. On a notre destin en main. Pour être champion, il faut gagner les 4 matchs, c'est tout. C'est tout. Ouais. Après, c'est vrai que après, il y en a comme Bakar dit, Nice, c'est les amis. Ça doit être des amis. On va un match, c'est un match, hein, donc c'est amis ou pas, hein, donc c'est comme Lens, hein, c'est des amis, hein, on va dire aussi. Hein. Non, c'est pas ça. Après, il y a Christophe C qui a dit que Lens avait un public. Ah bon? Je sais pas. Parce que je les vois pas. Donc je vois que des banderoles un peu bizarres avec des expressions un peu étranges. Mais bon, c'est tout. Il y a que ça. Hein. Et Léor qui dit attention au derby, les Lensois vont être en char. Alors ça se peut. Je pense que Lens va peut-être prendre le derby différemment. Parce que s'ils le prennent pas, ils s'en prennent encore 4 ou 5. Hein, donc, mais je pense qu'ils vont peut-être le prendre différemment. Mais faudra voir. Le seul match où on peut se planter, entre parenthèses, c'est le derby. Ah, on peut se planter. On risque d'avoir peut-être une surprise. Mais tout dépendra de l'état d'esprit des Lillois. S'ils sont toujours comme ils sont contre Lyon, ça devrait être une bouchée. Mais Lens, c'est quand même une équipe qui est un peu étrange. Et même avec des blessés, même avec des Covid et compagnie, ils arrivent toujours à réussir leur coup. Mais sauf contre Lille, mais bon, allez, on verra bien. Et voilà. Donc il n'y a rien d'autre. Il est 21h47, je vous propose de passer rapidement à la dernière partie de l'émission. Justement, on parlait des 4 finales pour le LOSC. La première, c'est contre Nice, à Lille. Donc, pour suivre sur la lancée, un tour de table et après, on ne fera pas de pronostic parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, Baptiste, on va commencer par toi. Comment tu vois ce match contre Nice, qui est, je rappelle, 9e du championnat avec 46 points, à 10 points de la 5e place. Donc qui est vraiment dans le ventre mou, on peut appeler ça comme ça. Baptiste. Ouais, c'est exactement ça, François. C'est pour moi, comme je le disais, c'est l'équipe la plus irrégulière du championnat. J'ai regardé un peu leur match aujourd'hui. Alors c'est une équipe qui est capable de gagner 3-1 contre Montpellier, là où Lille a fauté, mais c'est une équipe qui est capable de perdre 2-0 contre Nice. Donc chercher un peu le bug. Elle gagne 3-0 contre Marseille. Elle perd de 3-2 contre Marseille. Enfin, contre Marseille. C'est une équipe totalement irrégulière. Elle est capable de perdre 3-0 contre Bordeaux. Elle a perdu 2 fois contre Dijon, lanterne rouge. Alors certes, il y a eu un beau match de Dijon, mais quand même, c'est une équipe très 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 irrégulière. Et pour moi, ça va être, je vais pas dire, c'est le match le plus facile des 4, mais on n'en est pas loin. Pour moi, ça sera le match le plus facile des 4, avec une équipe qui certes monte un peu en puissance, mais qui n'a plus rien à jouer. Donc ça sera un peu... on espère une victoire en tout cas de Lille. Christophe C, comment tu vois ce match contre Nice?
Comme vient de le dire Baptiste, c'est une équipe tellement irrégulière avec des joueurs talentueux, notamment Ronny Lopez qu'on a vu chez nous, et Dolberg qui restera Casper, j'espère, le week-end prochain. Mais voilà, du talent, mais tellement irrégulière. Et là, effectivement, ils sortent d'une belle victoire contre Montpellier, mais Montpellier tape le poteau d'entrée de jeu avant de marquer, la troisième, et juste après, Nice a la chance d'égaliser. Et le deuxième but vient sur une cagade, une sortie un peu olé olé du gardien de Montpellier qui fait un bon match contre nous, mais là, se rate un petit peu, et voilà, ça enchaîne derrière. Une victoire heureuse. Montpellier s'est raté, mais Nice a une victoire quand même heureuse, donc ça m'inquiète pas trop. Je te rejoins un peu, j'ai vu le résumé du match Nice-Montpellier. Effectivement, le premier but, la défense qui avait fait un très beau match contre nous est complètement absente. Et sur le deuxième, le gardien de but qui avait fait un match exceptionnel contre Lille passe complètement à travers. On a l'impression qu'ils ont tout donné contre Lille et qu'ils ont laissé tomber contre Nice. Alors peut-être qu'ils avaient aussi la tête à la Coupe de France, je ne sais pas, mais on peut s'estimer finalement très malheureux de l'engagement montpelliérain quand on voit le match qu'ils font à Nice. Georges, est-ce que tu as un avis sur ce match contre Nice, cette première finale? Alors c'est vrai qu'en premier plan, Nice n'a plus rien à jouer, n'a plus rien à jouer, quoi. C'est Holiday en Nice. Donc de ce point de vue-là, il y a pas de. Par contre, sur le match de Montpellier, moi j'ai vu jouer sur la Tibrezerie quand même. Moi j'ai vu des choses assez convaincantes, notamment c'est Maurice, j'oublie toujours son nom, il réunir à Lille. Ils ont quelques joueurs assez talentueux. Claude Maurice. Voilà. Ils ont quand même quelques joueurs talentueux. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'après le match de Dijon, il y avait eu justement le coup de gueule de Schneiderlin pour dire on n'est pas en vacances. Il y a eu cette réaction face à Montpellier. Donc, est-ce que ça a été une arme à un coup? J'espère. Mais prudence quand même. Mais encore une fois, c'est pas Nice qui me fait peur, quoi. Christophe D, quel est ton avis sur ce match? Un match piège? Non. S'il est piège, c'est parce qu'on se piège tout seul, parce que normalement on doit battre Nice. La défense de Nice, c'est quand même pas terrible, quoi. Les mecs sont, c'est pas très sûr. Et le milieu de terrain, c'est pas top non plus. Il y a que l'attaque qui est bien, quoi. Qui est vraiment au niveau. Donc non, je pense qu'il faut absolument mettre l'emprise sur le match, gagner ce match sérieusement et ça va aller, quoi. Les stats de Nice sont vraiment des stats de milieu de tableau. Ils ont marqué 44 buts, ils en ont encaissé 45, ils ont une différence de -1, ils ont gagné 13 matchs, 14 défaites, 7 nuls. C'est vraiment le parcours type d'une équipe de milieu de tableau. Arnaud, qu'est-ce que tu as à dire sur ce prochain rendez-vous des Lillois? C'est quand même le seul club un des seuls clubs qui a perdu contre Dijon. Quand même, il n'y en a que 3 qui ont gagné, qui ont perdu contre Dijon. Si on gagne pas contre Nice, là, je comprends plus rien. Mais bon, après, on verra bien. C'est ne pas faire la même chose qu'on a fait contre Montpellier ou contre Nîmes ou contre Angers. C'est ça, en fin de compte. Être sérieux cette fois et puis tout gagner. Voilà. Rapide tour de table, vos pronostics pour ce match de ce week-end. Baptiste. Victoire du LOSC, 3-0. Christophe C. 2-0 pour Lille. Georges. 1-0. Je pense que maintenant, c'est comme en 2011, les matchs à l'arrache. 1-0. Christophe D. 2-0. Arnaud. 2-0 avec un but de Bryce. Voilà, moi je vois une victoire de Lille, le score je m'en fous complètement, n'importe lequel, mais les 3 points c'est l'essentiel. Voilà, il est temps de terminer cette édition. Avant de terminer, cette émission, je voulais rendre un petit coup de chapeau à un ancien du Pilier, en fait, qu'on a reçu récemment, Stéphane Carpentier, qui a fait un article sur Grimont-Pré-Joris dans La Voix des Sports, dans le numéro de La Voix des Sports. Un article qui est très bien fait, qui nous fait retrouver des anciens comme Didier, comme le concierge, comme Fernando D'Amico, comme Stéphane Planck. Donc toute une série d'interviews qui sont vraiment très très intéressants. Une belle étude pour, en tout cas, je ne sais pas s'il est encore disponible en librairie, mais si vous le trouvez, n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire.
Voilà, il est temps de terminer cette émission. Donc, je voulais remercier les piliers du bistrot présents ce soir. Donc, merci Baptiste, merci Christophe C, merci Georges, merci Christophe D, merci Arnaud, merci à tous les internautes. Vous trouverez, si vous avez raté cette émission en direct, vous pouvez la revoir en replay très très rapidement sur Facebook, sur Twitch. On la mettra sur YouTube également dans moins de 24 heures. Et d'ici ce week-end, vous aurez accès au résumé. N'hésitez pas à partager ces différentes versions du bistrot des LOSC, à liker, à transmettre la bonne parole du bistrot à vos amis. En tout état de cause, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit allez le LOSC. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Allez, LOSC.